bonjour. Merci de nous avoir proposé de présenter ces données préliminaires. C'est un travail collaboratif entre mon laboratoire qui ne s'intéresse pas du tout à la SLA, mais beaucoup à la caféine. Et puis, le labo de David Devos et notamment Anne-Sophie Roland, donc dans le même centre de recherche. Et donc, on s'est intéressé aux effets potentiels de la caféine dans la SLA, dans la cohorte Pulse. Donc, comme vous le savez tous, la caféine, c'est la drogue psychoactive la plus consommée au monde. Elle a une pharmacocinétique, une pharmacologie qui est très bien décrite. On sait, maintenant il y a pas mal de travaux qui montrent qu'elle réduit le déclin cognitif au cours du vieillissement. On a d'autres données aussi chez les patients MCI qui confirment ces données. On sait que ça réduit le risque de développer la maladie d'Alzheimer et la physiopathologie sous-jacente grâce à beaucoup de travaux qui ont été réalisés dans des modèles animaux. Et ces études dans le contexte des MCI et de la maladie d'Alzheimer, ça nous a permis de débuter un essai clinique de phase 3 testant vraiment la caféine en termes thérapeutiques chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer débutante à modérée. Alors, la question, c'est ici, c'est est-ce que... Alors, oui, pardon. Donc, aussi, et c'est peut-être important, c'est que la caféine, c'est pas un composé neutre. Ça a des effets extrêmement importants sur le fonctionnement neuronal. On a publié récemment une étude qui montrait que la caféine, dans des conditions de consommation ad libitum chez la souris, est capable de modifier de manière très très importante l'épigénome neuronal et non neuronal, de manière en fait à favoriser une sorte d'amélioration du ratio signal sur bruit pendant l'encodage de l'information, pendant une tâche d'apprentissage, qui montre que la caféine a vraiment des effets, en tout cas dans des zones cognitives, qui sont très importants sur le plan moléculaire. Alors, on s'est intéressé aux effets de la caféine dans la SLA parce que on a pu collaborer avec David Devos et Anne-Sophie Roland et avoir accès à la cohorte Pulse. Curieusement, en fait, il y a quand même très très peu d'études en fait dans la littérature qui s'intéressent à ces relations dans la SLA, et l'essentiel en fait, toutes les études en fait, ce sont des études d'observation de population générale qui posent la question de dans la population générale, on a une incidence de SLA, un certain nombre de patients SLA, et est-ce que ce risque de développer la SLA va avoir un lien avec la consommation de caféine, et toutes les études qui ont été réalisées jusqu'à présent donnent des résultats négatifs. Ici, on est parti sur une autre approche qui était de savoir si la consommation habituelle de caféine pouvait avoir un impact sur les données cliniques, sur l'évolution clinique des patients SLA de novo, donc vraiment s'intéresser aux patients et pas du tout aux risques. Et donc pour ça, en fait, donc on a tiré profit de la cohorte Pulse, dans laquelle, en fait, donc, qui est une cohorte de patients de novo, dans laquelle on a pu faire passer un questionnaire, donc au moment de l'inclusion. C'est un questionnaire assez précis, en fait, par rapport à ce qui est fait habituellement, où on demande aux gens, vous consommez une tasse, 2 tasses, 3 tasses, c'est assez imprécis, et puis pas vraiment avoir les sources ici. On essaie de définir vraiment la consommation précise de caféine au travers de différents contenants, différentes boissons, ce qui nous permet aussi de traiter la caféine en tant que variable continue dans les analyses statistiques, ce que généralement on ne peut pas faire, parce que un mug, 2 mugs, 3 mugs, c'est assez limité sur le plan statistique. Donc on a dans Pulse 358 patients qui ont complété ce questionnaire caféine qui, en gros, pose la question de la consommation habituelle les 6 derniers mois, sachant que c'est vraiment une consommation nutritionnelle qui est très, très ancrée dans le comportement des individus. C'est quelque chose de très, très stable, et c'est quelque chose qu'on a pu vérifier dans d'autres études, dans d'autres cohortes. C'est vraiment stable, et les informations, les quantités qu'on arrive à mesurer par ce questionnaire sont assez précises et, je pense, assez fiables. Alors, voilà la population donc, de 358 patients de la cohorte Pulse. La médiane de consommation est 244 mg par jour. C'est à peu près ce qu'on peut observer dans les autres cohortes auxquelles on s'est intéressé, et pour des individus du même âge. Donc ces patients-là n'ont pas une consommation particulièrement modifiée par rapport à la consommation habituelle. On retrouve le fait qu'on a à peu près un peu plus de 2 tiers des patients qui ont une présentation spinale à l'inclusion, et puis
un peu moins pour la présentation bulbaire et ça aura son importance dans la suite. Alors, on a fait des analyses à la baseline, hein, vraiment à la baseline. On s'est intéressé, est-ce que la consommation habituelle de caféine impacte sur soit la variation de delta d'ALSFRS, d'accord, chez ces patients, ou sur les scores ECAS, donc qui est un score cognitif qui reprend des fonctions biospatiales, des fonctions exécutives, le langage, etc. Et sur la LSFRS, on n'a absolument rien observé. Donc, on n'a pas vu de corrélation. On a vu une corrélation assez faible entre la consommation de caféine et le score ECAS à la baseline, avec, dans le sens d'un score ECAS plus élevé chez les individus qui consomment le plus de caféine. Mais c'est une corrélation qui reste cependant très faible dans la population générale. Alors, on s'est intéressé également à regarder ce qui se passe chez les patients qui ont une présentation initiale spinale et une présentation initiale bulbaire. Donc, vous savez mieux que moi, les patients qui ont une présentation bulbaire, ce sont les patients qui ont le pronostic le plus péjoratif. On le voit ici sur les courbes de survie. Ce sont vraiment les patients qui ont le déclin le plus rapide. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont aussi les patients qui ont les troubles cognitifs les plus importants. Et c'est ce qui nous intéressait ici. Alors, on a fait une analyse. Donc, ici, on a 78 patients bulbaires, 260 spinaux. On n'a pas de différence particulière de la consommation de caféine entre les deux types de patients. On retrouve effectivement une disproportion homme-femme qui est connue. On a plus de femmes chez les bulbaires que dans les spinaux. Et donc, on a fait une première analyse de survie. Alors, on n'atteint pas la significativité, hein. Mais on pense quand même qu'il y a une tendance, qu'on a quand même que 78 individus, mais lorsqu'on analyse la survie versus la consommation de caféine, évidemment en ajustant au BMI, à l'âge, au sexe, etc., on a une tendance vers plutôt une amélioration de la survie, ce qu'on ne voit pas du tout chez les patients spinaux. Ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'on a évalué les effets, la corrélation entre la consommation de caféine et les scores ECAS chez les individus, donc avec une présentation spinale ou bulbaire à la baseline, en fait, ce qu'on voit, c'est que la corrélation, elle est bien meilleure que dans la population générale entre la consommation de caféine et le score ECAS, ce qui veut dire que ces individus-là, statistiquement, plus ils consomment de caféine, meilleur leur score ECAS est, et donc meilleur serait leur performance cognitive, alors que chez les patients spinaux, on ne voit absolument rien. Et lorsqu'on regarde les sous-scores ECAS, alors tous les sous-scores ECAS sont liés entre eux, donc, mais on voit quand même une corrélation qui est même meilleure dans les sous-fonctions exécutives, par exemple. Donc, il semblerait que la caféine pourrait avoir un impact positif sur les fonctions cognitives des patients SLA avec une présentation bulbaire. Par contre, on n'a absolument aucun lien avec la LSFRS. Alors, je veux juste porter à votre attention, c'est que curieusement, alors moi je ne connaissais pas la base Pulse, mais curieusement, le niveau d'éducation est assez mal renseigné dans la base de données. Ce qui est un tout petit peu dommage parce que lorsqu'on s'intéresse aux fonctions cognitives, c'est un paramètre qu'on devrait pouvoir prendre en compte. Alors on va probablement arriver à s'en sortir parce qu'on a les métiers, etc. Donc on va arriver à ajuster. Mais il y a une partie de la base de données qui n'est pas bien renseignée sur le niveau d'éducation. Et je pense que toutes les personnes qui s'intéressent au lien cognition-ALS vont avoir ce problème-là avec la base Pulse. Donc, une dernière chose, alors chez les patients bulbaires, on a donc une partie des patients, on a les imageries, on a les IRM. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est sans a priori, donc 360 régions corticales ont été évaluées pour donc leur épaisseur. Et donc, ce qui a été fait, c'est une analyse statistique qui permet d'associer l'épaisseur corticale avec la consommation de caféine en régressant sur les scores cognitifs. Et en faisant cette analyse statistique, on sort 6 régions qui sont statistiquement significatives, c'est-à-dire dans lesquelles on a une association
positive entre l'épaisseur corticale et la consommation de caféine, et ce sont apparemment des régions qui pourraient être importantes pour la composante cognitive. Donc ça veut dire que possiblement on aurait un effet sur peut-être la dégénérescence corticale. Enfin ça, c'est des choses qui restent à voir. Donc ici, c'est une étude donc, observationnelle dans la cohorte prospective Pulse qui suggère que la consommation régulière de caféine habituelle n'a pas d'impact sur le déclin moteur, mais aurait un impact éventuel sur la survie, ça reste à confirmer, et sur les fonctions cognitives chez les patients se présentant avec un phénotype bulbaire. Alors c'est quand même important parce que ces troubles cognitifs chez les patients bulbaires ont un impact aussi direct sur la survie de ces patients d'après la littérature. Et donc c'est pas parce qu'on s'adresse à des scores cognitifs dans une maladie qui est prédominante au niveau moteur que ça n'a pas d'intérêt sur l'effet global sur les patients, sur la prise en charge des patients et la compréhension des patients par rapport aux mesures qu'on veut leur faire passer pour améliorer leur survie, par exemple. Donc voilà. Et donc, les perspectives, c'est une étude plutôt fondamentale qui essaierait d'établir quels pourraient être les mécanismes moléculaires et les biomarqueurs associés aux effets cognitifs de la caféine dans des modèles de SLA, comme ce qu'on fait dans des modèles d'Alzheimer, et puis peut-être tester plus cliniquement en fait, l'efficacité potentielle de la caféine, qui est une drogue tout à fait safe et qu'on peut donner à des patients sur l'évolution clinique des patients ALS avec une présentation bulbaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais poser une question, mais je vais laisser Philippe parce qu'il trépigne. Merci pour cette présentation. J'avais 2 questions. Est-ce que dans vos cohortes, le fait de boire du café ou la consommation de caféine est-elle liée à la réserve cognitive? Est-ce que c'est un marqueur de réserve cognitive? Est-ce que c'est un marqueur de réserve cognitive? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je pense que la caféine impacte peut-être sur la réserve cognitive biologiquement, pharmacologiquement. La caféine, ça a un impact sur le renforcement synaptique, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Mais c'est une bonne question. Je ne pense pas que ça a été vraiment évalué, ça. Parce que effectivement, vous avez noté, il serait quand même intéressant, parce que là, évidemment, vous avez fait un focus en fonction du siège initial de la maladie, mais il serait intéressant de regarder s'il y a des différences de consommation de caféine en fonction des niveaux socio-culturels. Ouais. Alors, parce que du coup, si on part pas de la même base, c'est un peu compliqué d'aller dire qu'on a un effet neuroprotecteur. D'où l'intérêt d'avoir aussi de pouvoir ajuster sur les niveaux d'éducation notamment. Alors après, le dernier point où vous pourriez, c'est quand même, vous avez les données sur les cas, c'est regarder quand même le score spécifique, enfin le sous-score spécifique, ouais. SLA, parce que si c'est non spécifique et que c'est pas lié à l'atteinte liée à la maladie, ça devient... En fait, on l'a fait, mais lorsque vous regardez l'interaction entre les différents scores des cases, qu'ils soient spécifiques ou non spécifiques, ils sont tous liés entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre tous les scores. Donc en fait, au départ, on était parti sur regarder le spécifique. Donc on a un effet sur le score spécifique, mais on a aussi un effet sur le score non spécifique. Alors pas la mémoire, mais par exemple les fonctions visuospatiales, on a aussi un lien avec la caféine. Le truc, c'est que tous les scores sont interdépendants. En fait, statistiquement, ils sont tous corrélés entre eux. Du coup, on s'est dit, on va plutôt présenter les cases de manière globale, mais on a un effet sur les scores spécifiques, ouais, c'est très clair. Et c'est plus significatif, plus corrélé sur fonction exécutive. Ouais. Voilà. J'ai une question, moi, juste au départ de l'étude. Finalement, on résume la consommation de café à la caféine. Je voulais savoir pourquoi, parce que le café, c'est plein d'autres choses que la caféine. Vous avez tout à fait raison. On estime la consommation de caféine, mais dans le café, il y a plein d'autres molécules. Donc, on ne peut pas
On ne peut pas imputer ce que vous voyez à la caféine, ça c'est certain. Non, après, dans ce qui a été fait, dans ce qu'on a fait dans le contexte plutôt Alzheimer, taupathie, on voit que la caféine a vraiment une activité biologique par elle-même, mais on est d'accord qu'il y a 3-4 000 molécules dans le café, exactement. Dans le thé c'est pareil, donc voilà. Donc ça, c'est qu'un moyen d'essayer d'approcher la question. Voilà. Ok, on est d'accord que ça reste à creuser. Bien sûr. Les patients bulbaires, c'est aussi plus souvent, ils sont plus âgés et c'est aussi plus souvent des femmes. Est-ce que vous avez regardé si l'effet que tu attribues à la présentation bulbaire n'est pas plutôt un effet sexe ou un effet alors c'est ajusté, les stats sont ajustés sur le sexe et sur l'âge. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans les études qui ont été réalisées, notamment dans des cohortes d'Alzheimer, il y a un effet sexe. Et dans quelques études, on voit un effet plus marqué chez les femmes que chez les hommes. Ouais. Donc c'est possible aussi que ce soit lié à ça.